Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Pape Ndiaye diffame René Chiche et un nouveau scandale inouï à l'Élysée. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur René Lévy, Jean-Luc Ravoire, Jean-Jacques Rosa, Corsair, Euro. Merci à eux. Et je tenais vous remercier, vous qui levez le petit pouce, vous qui m'écrivez des gentils messages, vous qui diffusez sur d'autres réseaux sociaux, vous qui défendez la réinformation. Vous savez qu'on a besoin de vous car la répression d'Emmanuel Macron s'intensifie. Alors si elle s'intensifie, c'est aussi un bon signe. Nous comprenons bien qu'ils sont en panique. Et en effet, il faut être sacrément en panique pour suspendre un professeur dans l'éducation nationale. C'est ce qui est arrivé à René Chiche. Le ministre de l'Éducation nationale a dû s'expliquer à la télévision. Voyons un petit peu comment il se défend. Donc les professeurs ont été sanctionnés pour leurs propos sur les réseaux sociaux. Pape Ndiaye donc justifie des propos outranciers, complotistes, injurieux. Le ministre ajoute « Le droit d'expression des enseignants sur les réseaux sociaux est garanti ». Remarquez que dans la même phrase, Pape Ndiaye dit tout et son contraire, le fameux « en même temps macroniste ». Il affirme qu'il garantit le droit d'expression des enseignants et en même temps, il suspend 2 enseignants qui ont exercé ce droit. Alors, j'utilise le mot droit qui est malgré tout un terme faux utilisé par Pape Ndiaye. Il n'existe pas de droit d'expression. Il existe la liberté d'expression. Pourquoi Pape Ndiaye a choisi ce terme? Parce qu'il a une certaine connotation. Qui dit droit dit devoir. Selon lui, René Chiche aurait dû exercer son devoir de réserve. Il n'aurait pas dû critiquer de cette façon le gouvernement. Il se trouve que si l'enseignant, à l'intérieur de sa classe, a un devoir de réserve, il ne peut pas se mettre à critiquer et injurier tous les gens qu'il a dans le nez, bien évidemment. Il n'en reste pas moins que lorsqu'il sort de la salle de classe, qu'il est chez lui devant son ordinateur, il est un citoyen comme tous les autres. Et dans l'éducation nationale, il n'y a pas de devoir de réserve à l'extérieur. Qui plus est, René Chiche est un syndicaliste, il est le chef d'un syndicat certes minoritaire, mais qui est quand même lu par énormément de monde. Je vois René Chiche, il a plus de 160 000 abonnés sur Twitter. Eh bien, il a le droit d'exercer sa liberté d'expression et de critiquer le gouvernement. Le fait de le sanctionner, c'est une décision qui n'a jamais été vue dans l'histoire de la France. Sanctionner un leader syndical parce qu'il a exercé sa liberté d'expression. Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'a bien pu dire René Chiche et de quelle façon il a pu le dire pour qu'il soit sanctionné? Regardons un petit peu notre ami Pape Ndiaye. Il aurait tenu en effet des propos outranciers, complotistes, injurieux. Sur le plan de la rhétorique, cela s'appelle une énumération. Vous remarquez qu'au milieu de cette énumération, composée donc de 3 termes, il y a le fameux complotiste. Bon, vous connaissez d'ailleurs ce que je vais dire. Tous ceux qui emploient le mot complotiste sont des totalitaires, parce qu'ils veulent diaboliser leur adversaire. On sait très bien que celui qui est qualifié de complotiste, c'est tout simplement qu'il a critiqué l'action du gouvernement ou de Pape Ndiaye. Cela disqualifie ce ministre de l'Éducation nationale. Mais vous avez aussi les 2 autres termes, outranciers. Les propos outranciers ne sont pas un délit dans notre code pénal. On ne peut donc pas reprocher à René Chiche ce genre de choses. Quant à injurieux, là c'est encore plus fort. Pour que le propos soit qualifié d'injurieux, il faut que le juge sanctionne le propos. Est-ce que c'est le cas, monsieur Pape Ndiaye? Non. Alors je résume, il crée des devoirs et des droits qui n'existent pas, il attaque en tout cas, il diffame René Chiche avec le mot complotiste, il lui reproche des méfaits imaginaires. Pape Ndiaye est un personnage très dangereux, il est capable d'aller jusque-là, jusqu'à suspendre un délégué syndical. Comment réagit René Chiche face à ce genre d'accusation? Eh bien, on regarde, René Chiche dit « Alors que j'avais décidé de faire une pause et couper tous les réseaux sociaux et médias ce week-end, on vient de m'avertir que le ministre Pape Ndiaye me traitait de complotiste sur France TV. Si c'est vrai, je vais le poursuivre pour diffamation. Cela commence à bien faire. » Mais quels sont les propos de René Chiche
qui ont fait que le ministre Pap Ndiaye, pour le coup, est sorti de sa réserve. Est-ce qu'il a dit à ses élèves ou sur les réseaux sociaux que la Terre était plate, que Pap Ndiaye était un reptile? Cela aurait fait peut-être plaisir à Rudi Reichstadt. Non. Alors on va écouter ce que reproche Pap Ndiaye à René Chiche. René Chiche a tracé un parallèle entre le pass vaccinal et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque ceux qui ont voté ce pass vaccinal sont les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut juif. Première remarque, oui, c'est un propos outrancier. Et puis, je dois aussi, comment dirais-je, dire que j'aime pas trop le point Goldwyn, parce que tout de suite, ça empêche toute forme de débat. Mais je dois reconnaître que, comme René Chiche, j'ai tracé ce type de parallèle. Pour quelle raison? Parce qu'on était en colère. Parce que nous souffrions. J'étais non vacciné. Quand je suis allé dans des magasins et sur une vitrine, c'est écrit « Interdit aux non vaccinés ». C'est d'une violence inouïe. Et pour le coup, cela nous renvoie véritablement aux heures les plus sombres de notre histoire. Certains de mes amis m'ont expliqué que sur certaines vitrines, en France ou en Australie, c'était marqué « Interdit aux non vaccinés et aux chiens ». Je tiens aussi à signaler dans le genre de propos outranciers que tous les covidios n'ont jamais été punis pour leurs propos outranciers. Quand Claude Malhuret a expliqué que les non-vaccinés devaient se terrer dans les caves, quand une macroniste a dit sur les écrans de télévision que de toute façon le Covid allait faire une sélection naturelle chez non-vaccinés, lorsqu'à longueur d'antenne nous étions qualifiés d'abrutis complotistes et j'en passe et des meilleurs. Et je ne pourrais même pas dire toute la litanie, j'imagine que devant votre écran, vous avez certainement une parole qui vous a parfaitement blessé. Eux, c'était véritablement des paroles injurieuses. Nous nous contentions de trouver des analogies avec le passé. Je tiens à rappeler que la vaccination, et c'est dit par l'OMS, c'est un droit qui est garanti par l'OMS, et là un véritable droit, doit être un choix libre et éclairé. Était-il? Certainement pas. Est-ce que le pshout de Pfizer garantissait de la transmission? Puisque c'était cela, on nous accusait d'être comme des rats pendant la Seconde Guerre mondiale, de diffuser le typhus. Non. On sait bien que le vaccin ne protège ni de la transmission, ni de l'infection, je ne cesserai de le répéter. Et ce sont ces gens-là qui nous reprochent notre liberté d'expression. Je dis bien que Pap Ndiaye, sur le coup, devrait se rendre devant un tribunal pour répondre de ses propos. Vous voyez que je suis un petit peu en colère. Mais il y a quelque chose de plus grave. Sur le plan de la communication, pourquoi Pap Ndiaye s'en prend à René Chiche? Toujours, vous le savez, la diversion, la diversion, la diversion. Qu'est-ce qui ne va pas dans la gestion de son ministère? Eh bien, c'est Geoffroy Lejeune qui a très bien résumé. Ils ont fait dans Valeurs Actuelles, d'ailleurs, un très bon numéro sur la déconstruction nationale. Nous l'écoutons. Déjà, je rappelle que on attaque Pap Ndiaye sur son bilan de ministre de l'Éducation nationale et sur l'état de l'école en général. Donc on l'attaque sur il venait d'avoir une déclaration sur la mixité forcée, vous savez, pour mélanger les populations contre l'avis des parents, etc. Là-dessus, sur la baisse du niveau dramatique à l'école, sur l'offensive, la propagande idéologique invraisemblable qui s'est accélérée depuis qu'il est là, sur son rapport à la laïcité. Je ne vous refais pas l'article, mais en gros, il y a des nominations. Jean-Michel Blanquer est épouvanté par les gens qui sont nommés dans un comité qu'il avait lui-même créé justement pour lutter contre l'islamisation à l'école, etc. Tout ça, ça fait une quinzaine de pages. C'est extrêmement étayé. Il n'y a aucun sous-entendu. Par contre, tout est très clairement dit. Et c'est le dépeçage de son bilan qui est catastrophique. Et lui, au lieu de répondre là-dessus, c'est grave, c'est son métier quand même, il est censé peut-être rendre des comptes parfois de temps en temps, il répond extrême droite. Donc c'est d'une bêtise et d'une faiblesse sur le plan de l'argumentation. Honnêtement, c'est une démission de ne pas répondre à ces accusations. Premièrement. Deuxièmement, extrême droite, et moi, je reviens pas sur le truc, moi je me définis pas comme d'extrême droite, je crois que personne au journal non plus, mais c'est diffamant en fait, ce qu'il explique sur la question du journal antisémite des années 30 ou 40, je sais pas, c'est une diffamation, c'est-à-dire nous associer aujourd'hui à un journal qui était pour la déportation des juifs, qui soutenait Adolf Hitler si j'ai bien compris, et qui trouvait que le régime de Vichy c'est formidable, nous associer à ça aujourd'hui, c'est de la diffamation et ça peut terminer devant un tribunal. Je me pose très sérieusement la question pour ne pas laisser passer ça en fait. Si une fois on en fait condamner un, peut-être qu'ils vont arrêter tous de dire n'importe quoi. Vous avez bien compris, comme ils ne peuvent pas répondre d'actes, ils n'ont que la répression. Nous faire taire. Et il n'y a pas que René Chiche qui est dans ce cas-là. Je vous en avais parlé hier, j'ai un petit peu oublié de le faire.
C'est notre ami Marc Doyer, et oui, qui lui aussi est poursuivi en justice. Regardez le titre du Parisien. Une figure des antivax convoquée à la gendarmerie pour avoir diffusé le numéro d'Olivier Véran. Et Béatrice Rosen écrit un très joli texte. Mal au cœur de voir où la folie mène ce pays. Les journaux aux ordres en sont à traiter d'antivax un homme qui est vacciné et avait emmené sa femme le faire aussi, avec la culpabilité qui le rongera peut-être toute sa vie. Voilà où nous en sommes. Quant à Marc Doyer, je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a organisé en effet une association pour les victimes de la vaccination. Son site, c'est Verity sur Twitter. Vous apprenez de très nombreuses choses. Et pourquoi est-il poursuivi à votre avis ? Bien tout simplement parce qu'il a énormément de notoriété sur Twitter et dans les médias. Olivier Véran, s'il avait été un homme digne avec un petit peu de décence, il n'aurait jamais poursuivi Marc Doyer. Pour une raison simple, la femme de Marc Doyer est une victime de la politique d'Olivier Véran. Voilà, c'est une sorte d'inversion accusatoire, c'est du domaine du monstrueux. Marc Doyer, René Chiche, ils attaquent tous ceux qui ont un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux. Ils ont peur, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas lâcher, parce que s'ils en sont là, c'est que véritablement, ils n'ont plus d'autres armes, ils n'ont que la répression. Je vais passer à autre chose, à un deuxième titre. Vous savez, je vous ai dit d'un scandale à l'Élysée. J'ai un ami français qui habite au Maroc, qui est un expatrié, et il m'envoie un message en me disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, je vous montre le tweet. Il m'envoie donc la capture d'écran de ce tweet. « La prostitution masculine marocaine à Marrakech fait une victime. Paris. L'ancien consul général français dans la cité, Ocre, Philippe Cazenave, vient d'être limogé le même jour de sa nomination comme directeur du protocole d'État. Voilà, ce monsieur venait d'être nommé donc à l'Élysée au protocole d'État. Pouf, limogé au bout de quelques heures. Je n'avais pas vu cette information, elle était passée en dessous de mes radars. Je cherche, et oui, en effet, Philippe Cazenave devient directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères et donc de l'Élysée, donc pas de souci, c'est juste. Et puis sur les journaux, notamment d'expatriés ou les journaux français, on a à peu près le fin mot de l'histoire. Si l'affaire est désormais connue, c'est tout simplement que Philippe Cazenave a été nommé mardi 2 mai directeur du protocole d'État. Donc le 27 avril, c'était aux Affaires étrangères, puis après le 2 mai à l'Élysée. Poste qu'il ne conservera que quelques heures. Rappelons que cette fonction, quoique discrète, est cruciale pour le fonctionnement de l'Élysée. Attaché au Quai d'Orsay, où il dispose d'un joli bureau avec vue sur la Seine, le directeur du protocole, témoin privilégié de toutes les histoires, petites et grandes, est aussi présent à l'Élysée. Et là, c'est très important. Donc, celui qui est là connaît tout du couple. Il faut donc que ça soit un fidèle des fidèles. Quelqu'un bien, accroché à la Macronie. Dans l'aile ouest du palais, où il veille à l'organisation des dîners d'État, visites royales ou de visites de chefs d'État étrangers. En chef d'orchestre, il suit en première ligne tous les événements diplomatiques internationaux auxquels participe le président de la République, la première ministre et la ministre des Affaires étrangères, et organise leurs déplacements à l'étranger. Donc, on réserve ce poste à un fidèle des fidèles des fidèles, quelqu'un qui ne peut pas trahir. S'il dut renoncer à ce poste prestigieux, c'est suite aux révélations de 3 diplomates entraînant l'ouverture d'une enquête express. Et le poteau rose fut donc découvert. Cependant, la décision de nommer Philippe Cazenave au prestigieux poste de directeur du protocole d'État en avril soulève des questions sur l'efficacité du processus de contrôle au ministère des Affaires étrangères. Non. Tout ce que je vais vous dire était connu depuis longtemps, de longue date. C'est-à-dire que Macron avait nommé quelqu'un qui tenait dans sa main. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, ce Philippe Cazenave ? Eh bien, on va regarder. Si l'affaire fait tant scandale dans le monde feutré de la diplomatie, c'est que l'ami décorateur de profession, l'ami de Philippe Cazenave, recevait des amis le week-end et se permettait même d'utiliser l'argenterie et le service de dîner gravé aux insignes de la République française. Philippe Cazenave prêtait la maison de la République au Maroc à des amis pour qu'ils organisent des soirées. L'enquête interne a également révélé que l'ami du consul recevait régulièrement des jeunes, vraisemblablement des prostituées, en l'absence du consul. Ça,
on n'en est pas tout à fait sûr. Remarquez que le mot prostituée est EES. Pour la presse marocaine, il n'y a pas de E. Ce sont des jeunes garçons, des mineurs. Ces faits se sont produits pendant 2 ans, de 2018 à 2020. Un point qui soulève là aussi des interrogations sur l'encadrement de nos diplomates et sur la mise à disposition des biens de la nation. Espérons que cette révélation poussera Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, à repenser la gestion des ressources humaines. À moins que nos diplomates soient simplement happés par la cuisine marocaine, à l'instar d'un proviseur du lycée français à Marrakech qui fut accusé d'harcèlement sexuel. Là encore, c'est un poste réservé aux fidèles, parce que le lycée de Marrakech est assez prestigieux, et généralement, c'est un proche de la Macronie. Très curieux toutes ces affaires au Maroc, quand on se rappelle les affaires précédentes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on résume, vous avez un diplomate qui prêtait sa maison pour organiser des parties fines dans les locaux du consulat, un très beau riad au Maroc. Et c'est ce personnage qui est choisi par Emmanuel Macron pour gérer le protocole. Donc quelqu'un qui connaît tous les secrets de l'Élysée. Je crois que vous commencez à comprendre. Lorsqu'il nous dit « Oh là là, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de contrôle ». Non, non, non. Il y a suffisamment de contrôle. C'est tout simplement que Macron a besoin de s'attacher de gens qui ne sont pas forcément très honnêtes. Nous avons l'habitude avec ce gouvernement. Quel est le ministre qui n'est pas poursuivi, qui n'a pas de casserole, justement? Ils sont de plus en plus rares. Tenez, puisqu'on parle de ce genre de choses, je voudrais évoquer la mort d'un grand écrivain français, si je puis me permettre. Vous allez voir que je vais peut-être être un peu plus ironique par la suite. Philippe Solers. Il y a quelque chose d'écœurant de voir que la presse aux ordres, encense, tresse des lauriers, érige une statue à Philippe Solers, l'ami de BHL. Quand on se remémore toute la vie de Philippe Solers, on s'aperçoit que c'est une succession d'infamies. Philippe Solers a été maoïste dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il a été adorateur d'un des pires régimes sanguinaires de l'histoire de l'humanité. Il a fondé tel quel un groupe littéraire qui avait pour fonction que de taper sur des gens qui avaient véritablement du talent, et il était très proche de Derrida, de tout ce qui est du domaine de la déconstruction, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui détestaient la France, et Derrida est le père spirituel du wokisme. Il était dans cette filiation-là. En 1970, dans les années 70, fin des années 70 plus exactement, il a signé la fameuse pétition de Libération pour la dépénalisation des rapports entre des adultes et des mineurs. Oui, c'était un adorateur de la petite enfance. Puisque je rapporte ce fait, je voudrais rappeler quelque chose qui avait choqué les Français dans les années 90. Regardez cette photo, je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous vous situez. Nous sommes à Apostrophe, donc en 1990. À gauche, il y a Gabriel Maznev. Gabriel Maznev est un type qui se prétendait écrivain et qui racontait dans ses livres ses relations avec des mineurs. Oui, c'était un des pires spécialistes de la petite enfance. Et il venait parader sur le plateau de Pivot en expliquant tout cela. La dame que vous voyez à droite, c'est Denise Bombardier. Elle est écrivaine canadienne, québécoise. Et là, elle n'accepte pas que ce type puisse dire ce genre de choses. Elle lui rentre dedans et elle dit, je me rappelle cette phrase, c'est le genre de type qui vont à la sortie des écoles avec des bonbons. Une femme très courageuse, il faut lui rendre hommage. Maznev monte sur ses grands chevaux, Pivot est mal à l'aise, un scandale inouï. Il faut savoir que suite à cette émission, François Mitterrand a protégé son ami Gabriel Maznev. Et Philippe Solers, puisque je parle de Philippe Solers, eh bien Philippe Solers se répand dans la presse et qualifie Denise Bombardier, et on dit que c'est un grand écrivain, de connasse et de mal baisé. Vous me pardonnez ces termes, ils sont de Philippe Solers qui est censé être un écrivain raffiné, socialiste bien évidemment. Mais comment s'étonner qu'il utilise ce genre de termes lorsqu'on voit ses autres fréquentations après BHL? Vous le reconnaissez, peut-être le personnage à droite, c'est un personnage plus que controversé, Pierre Berger. Philippe Solers, c'était donc un de ces intellectuels de la Mitterrandie, très ami avec Pierre Berger, que vous avez vu sur la photo. Pierre Berger, c'est l'amant d'Yves Saint-Laurent, qui avait des pratiques qui ont été racontées notamment par son garde du corps chauffeur
très particulière et certaines choses avaient été dénoncées aussi par un député du Front National à l'époque, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est toujours ce petit monde socialiste. Et Philippe Solers, en tant que mandarin, avait forgé une expression qui nous a fait beaucoup de mal à nous patriotes. Il nous avait qualifiés de France moisie. Oui, les gens qui aimaient leur pays étaient la France moisie. Les gens qui aimaient leur culture et la civilisation étaient la France moisie. Alors, c'était quoi la France qui sentait bon? C'était la France européiste, c'est-à-dire soumise aux intérêts américains, soumise à la finance internationale. Bravo les socialistes de Philippe Solers. Les vrais moisis, c'était eux qui étaient dans cette filiation de cette Europe allemande, si vous comprenez ce que je veux dire. De la Mitterrandie à la Macronie, il n'y a qu'un pas. Et vous regardez, nous allons voir que l'héritier de Philippe Solers, Emmanuel Macron, bon, en tant que président de la République, il va sur les Champs-Élysées le 8 mai, mais il se rend aussi sur la tombe de Jean Moulin. J'imagine que Jean Moulin, lorsqu'il va entendre le pas d'Emmanuel Macron, il va se retourner dans sa tombe. Emmanuel Macron, qui est tout sauf un résistant, c'est celui qui est en train de vendre la France à la découpe, c'est ce président qui défend le wokisme, c'est ce président qui ne défend absolument pas les intérêts de la France, il ose se rendre devant la tombe, devant le monument du grand résistant. Les vrais résistants, ce sont ceux qui résistent à son ordre, qui luttent contre les politiques covidistes, qui luttent contre la politique infâme d'Emmanuel Macron. Une véritable inversion accusatoire. Il essaie de capter l'héritage de Jean Moulin, alors qu'il devrait plutôt aller à l'île Dieu. Voilà, j'ai presque terminé. Ah si, tenez, la lettre d'Emmanuel Macron. J'allais oublier. Regardez cette lettre, elle est très étonnante. Regardez la signature. Oui, on a l'impression dans la signature que le E n'est pas ordinaire. On a presque l'impression, une évocation d'un livre de Bruno Le Maire. Ah, puisque je parle de notre champion national. Dépenses publiques, la fin sans fin du quoi qu'il en coûte, tout en promettant de réduire le déficit. Bruno Le Maire nous explique que tout va bien alors que tout va mal. Le gouvernement continue d'annoncer dépenses sur dépenses. Oui, les finances publiques, sous Bruno Le Maire, elles sont dilatées comme jamais. Avant de... voilà, j'ai terminé mon journal, un petit peu fatigué. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le soutenir parce qu'on en a vraiment besoin. Les temps sont très très compliqués pour nous. De soutenir ce journal et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Au revoir.